Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de QI Basket. Une fois n'est pas coutume, une nouvelle semaine, un nouveau live. Alors qu'on accueille le Keylake qui est bienvenu avec nous, bien sûr, notre fan des Bucks. Comment vas-tu, Keylake? J'ai pas trop regardé ce que faisaient les Bucks en ce moment. Je me suis focus sur 2-3 autres équipes pour cette semaine dont je vais pouvoir parler. Les quelques équipes qu'on avait fait peut-être, on avait rapidement passé dessus sur le tour de l'association de la semaine précédente. On va pouvoir y revenir un petit peu. Et puis surtout, on va faire deux focus direction LA, Los Angeles, puisqu'on va parler des deux teams de LA, Clippers et Lakers. Donc, on me demandait, c'était Matt, Darius Garlanten bien sûr, qui se reconnaîtra dans le chat, qui me demandait, mais pourquoi les Lakers? Eh bien, il s'agit, je peux le balancer, c'est la faute du patron de QI Basket qui a décidé de ne faire du contenu cette année que sur les Lakers. Donc, donc il a fait deux trades sur LeBron James et Anthony Davis. Deux trades par rapport à deux choses différentes, deux dynamiques très différentes, pour expliciter un petit peu tout ça. Potentiellement, le début du déclin du Kings, peut-être, en tout cas on va se poser les questions. Et bien sûr, le retour au niveau All-Star d'Anthony Davis. On va pouvoir mettre les deux en exergue et puis on parlera des Lakers un petit peu plus globalement. Enfin, surtout, on va revenir sur les Clippers parce que c'est ceux que j'aurais le plus regardé pour le coup. Et donc voilà, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. On va faire le tour de l'association et on va commencer peut-être par les Bucks puisqu'on a les news de Keylake, fan de la franchise encore une fois. Et ça, c'est ce qui est bien avec les lives. Ça nous permet d'avoir votre expertise à vous et on sait que souvent, elle est bien meilleure que celle des médias généralistes qui ne peuvent pas forcément regarder tous les matchs de toutes les équipes. Je ne joue pas, mais ça win. Ce soir, on joue les Grises et Drew toujours out. Comment ça se passe la blessure du coup de Drew? Est-ce qu'il y a une date de retour? Est-ce que même une approximation ou pas du tout? C'est vrai qu'en réalité, il y a Drew qui jouait pas, mais il y a Middleton qui jouait pas en début de saison. Et ça gagnait quand même. Giannis est en feu. On parle pas trop de lui pour le MVP. À la fois, j'ai l'impression qu'on parle pas encore trop du MVP. Alors qu'on accueille Arnaud, 367. Yo, bienvenue à toi. Premier message dans le chat. N'hésite pas à partager avec nous. On est tranquille. Là, on est sur le début du live. Et puis, on va faire un peu le tour de l'association avant de passer à nos deux sujets du jour. En les franchises des Lakers et des Clippers. Est-ce que tu es fan d'une franchise en particulier, Arnaud? Et puis comme ça, je vais pouvoir j'essaye toujours de retenir vos pseudos et un peu de quelle franchise vous êtes fan pour pouvoir un peu discuter avec vous et surtout prendre votre retour quand on parle de certaines franchises. Les Rockets pour Arnaud, très bien. Les Rockets qui commencent à gagner. Je sais aussi que a priori il y a des choses un peu plus intéressantes par rapport aux jeunes. Là, dernièrement, j'ai un ami fan des Rockets qui me parlait de ça, qui me disait bon, ça commence à être regardable. J'espère que tu ne prendras pas la mouche. Ça ne venait pas de moi, ça venait de mon fan des Rockets, donc je peux me dédouaner. Et puis, notamment, Jabari Smith qui commençait à montrer de belles choses, le rookie. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, tu peux en parler bien sûr. On va faire le petit tour de l'association. Je suis très content de te voir et c'est parler de moi, puisque on va pouvoir parler un peu des Knicks qui sont sur 5 victoires d'affilée. Tu pourras célébrer avec nous, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ça va m'offrir la transition pour passer bien sûr à nos standings. Le classement NBA, on va commencer par l'Est cette fois-ci. On avait fait l'Ouest la dernière fois. On va commencer par l'Ouest cette fois. Les standings, c'est le tour de l'association. Une fois n'est pas coutume, les Celtics et les Bucks font toujours cavalier seul en tête. 22-7 et 27 de bilan. Juste derrière, on retrouve deux autres équipes en la personne, alors que Darius Garlanten arrive dans le chat. Matt, bien évidemment, pour son équipe, les Cavs à 18-11, suivi des Nets. Et ça va être intéressant de voir les Nets qui ont un calendrier un petit peu plus compliqué que ce qu'ils avaient là dernièrement. Et donc, on va pouvoir voir un petit peu et pouvoir reparler d'eux ensuite si jamais ça venait à confirmer ce bon début de saison avec 17 victoires pour 12 défaites. Tout juste après viennent un gros paquet d'équipes pour le coup de la 5e à la 9e place avec les Sixers à 15 victoires et 12 défaites, les Knicks à 15 victoires et 13 défaites, les Pacers à 15 victoires toujours mais 14 défaites, le Heat qu'on inverse cette fois-ci, on passe du côté négatif de la force et du bilan avec 14 victoires, 15 défaites, les Hawks 14 victoires, 15 défaites à égalité et viennent ensuite les Raptors 13 victoires, 15 défaites et enfin
un autre groupe, on peut en parler. Les Bulls et les Wizards, 11 victoires tous les deux, mais pour 16 défaites pour l'un et 18 défaites pour l'autre. Et enfin, la course à Victor, comme nous en parlait Arnaud, bien sûr, fan des Rockets. Là, on est du côté Est avec Magic, Pistons et Hornets. C'est compliqué d'être fan des Knicks, mais même quand on gagne, pardon, j'ai mal lu. Oui, ça, je veux bien te croire. Malgré tout, des belles choses à voir. On m'a parlé de la défense qui est meilleure. Alors, j'ai pas eu le temps. J'aurais voulu, pour être tout à fait honnête, je voulais voir au moins un match des Knicks avant de commencer pour pouvoir un petit peu en discuter dans ce tour de l'association. J'ai pas du tout le temps. Malheureusement, j'ai été pris hier par d'autres choses. Donc, du coup, je n'ai pas pu regarder le match des Knicks. Donc toujours 0 match d'Enix à mon compteur, hein, j'en suis vraiment désolé. Donc il va falloir que tu nous en parles, laissez parler de moi. C'est 5 victoires d'affilée, de la défense à ce qui paraît. Un Julius Randle transformé. Randle est bon, c'est à signaler, nous dit Darius Garanten, Matt, qui nous confirme l'information. Et on va pouvoir parler un petit peu de ces Knicks-ci et avoir ton retour, bien sûr, assez parlé de moi. Alors, il l'est parfois. Heureusement, il se débrouille toujours pour être suffisamment irritant pour pas que même les plus aveugles ne replongent. On voit bien évidemment tout l'amour des fans des Knicks et surtout assez parlé de moi pour Julius Randle. Les schémas pourris de Thibs étaient injouables pour le plus gros de l'effectif, sauf pour les meilleurs défenseurs, les jeunes. Et en gros, avec le changement de rotation, Randle et Barrett ont décidé de défendre. Ouais, j'ai regardé le match face aux Kings où il est énorme en première mi-temps. Il arrive à gâcher sa performance en se faisant expulsé. Heureusement, vous avez quand même gagné ce match. Des Kings, c'était un peu à la peine avec l'absence de De'Aaron Fox notamment, et peut-être un petit peu de fatigue aussi. Je sais qu'il y avait un road trip un petit peu compliqué pour les Kings, dont on a déjà parlé, hein, bien évidemment. Effectivement, il y a eu quelques victoires de raccro au début. Néanmoins, bon, un petit peu de mieux. Je sais que Jalen Brunson a l'air de maintenir un niveau plutôt bon. Bien sûr, en défense, c'est pas trop ça, mais ça reste le joueur offensif qui réussit à faire tourner un petit peu l'équipe. Et donc, peut-être, voilà, je me dis, avec comme tu disais, voilà, ce renouveau défensif, en tout cas, avec des jeunes joueurs qui sont passés dans la rotation, et donc la décision de Randle et Barrett de se bouger un peu le train de ce côté-là du terrain, bon, ça va peut-être équilibrer un petit peu les choses et vous permettre d'avancer un peu. On est quand même à une 6ème place, alors on l'a vu avec les standings, hein, 15 victoires partout, jusque même à la 9ème place, hein, 14 wins, même le 13-15 des Raptors à la limite, si on peut le compter dedans. Voilà, ça peut se jouer en 2 matchs perdus, en 2 victoires de prise d'affilée. Tout peut s'inverser, on peut passer de la 5ème à la 10ème place du côté de ces conférences Est. Néanmoins, ça reste dans les spots de play-offable ou de play-in. Donc bon, c'est l'objectif du côté des Knicks, si je ne m'abuse. Le dernier play du 4 et ça se vise les yeux. Une ISO Randle de tableau noir. Disons qu'on est reparti pour un effectif dur en défense, mais ça veut dire faire un trait sur tous les profils qui ne sont pas dans ce moule. Derrick Rose, Fournier, bientôt Hartenstein, là est la question. Effectivement, effectivement, il va falloir aussi s'intéresser puisque 15 décembre oblige, beaucoup de profils de joueurs sont maintenant disponibles pour des trades, ce qui n'était pas forcément le cas juste avant. Il va falloir potentiellement trouver des points de chute pour ces joueurs-là et voir quels assets on va pouvoir récupérer du côté des Knicks. Ça parle beaucoup, mais comme ça parle toujours des Lakers pour une transaction vis-à-vis de Fournier notamment. Après, qu'est-ce que pourraient donner les Lakers d'intéressant ? C'est une bonne question. Après, ça peut être un move financier aussi du côté des Knicks pour potentiellement après préparer la prochaine saison d'autres signatures. Fournier, je pense qu'il est expirant, remarqué. Alors, est-ce que c'est vraiment un bon move ? Peut-être pour faire de la place pour la trade deadline, pour autre chose. Fournier ne souhaiterait pas quitter les Knicks avant février. Ça rejoint peut-être la piste, ça, du côté de Fournier, du fait d'être un petit peu cramé potentiellement. On en parlait un petit peu quand on parlait de sa méforme au début de saison. On se disait qu'il y avait peut-être un problème physique. Et donc c'est peut-être le repos qui plébisciterait le joueur avant de se relancer. À un moment, tu donnes une équipe remplie de Deepoy à Thibs, il peut se qualifier en playoff si tout va bien. Oui, alors après, une équipe remplie de Deepoy, on a rarement vu ça malgré tout.
Hartenstein, j'aime bien. Je suis d'accord avec toi, Matt. Hartenstein, j'aime bien également. Après, je l'ai pas du tout vu jouer cette saison, donc je peux pas vraiment en parler pour le coup. Sa femme attend un enfant en février. Je sais pas si ça pèsera beaucoup. Effectivement, on connaît les franchises qui font peu de cas globalement des volontés des joueurs. Et puis en plus, vu la fourchette de valeur de Fournier à l'heure actuelle qui est plutôt du côté bas, malheureusement vu ses dernières performances, on peut se dire que si les Knicks chopent quelque chose d'intéressant à tout moment, ils privilégieront de le trader le plus rapidement possible dès qu'ils auront une offre un petit peu bonne sur la table. Je pense pas qu'ils joueront la montre avec le risque de perdre de bons assets, si toutefois il y avait, bien évidemment. Perso, pour moi, Tibbs est un coach du passé. Je suis pour le remplacer, laisser sa chance à un jeune qui en veut. Alors, je pense que tu trouveras un allié en la personne d'Assez parle de moi, très clairement. Et je suis assez d'accord. Moi, c'est surtout par rapport aux rotations où je suis toujours très dubitatif. Et vous connaissez maintenant, vous qui êtes familier de mes lives, vous connaissez ma proportion à vouloir stagger à tout bout de champ et faire des rotations échelonnées pour pouvoir ajuster les meilleurs joueurs avec peut-être les moins bons, etc. et réussir à avoir 2 units performantes. Je trouve que les équipes qui le font ont un vrai edge par rapport à celles qui ne le font pas. Je suis assez bien placé pour en parler avec la personne de Michael Malone, bien évidemment. Il fait des efforts, mais c'est malheureusement pas encore ça. Et du coup, les coachs qui font jouer leur starter 38 minutes à chaque fois, ça a tendance à me fatiguer assez vite également. Alors, on parle d'Hartenstein. Assez parlé de moi, nous dit il est intéressant en attaque, mais il est assez mauvais dans le rôle de Mitchell Robinson. C'est curieux, effectivement. Comme Fournier était mauvais dans le rôle de Deuce McBride, très curieux. Attendez, je vous sors la dernière action du 4e matin hier après un timeout. Ah, mais je l'ai vu. Donc, juste une chose pour replacer dans le contexte, 117 partout. Il reste 20 secondes à l'horloge dans le 4e quart-temps. Les Knicks ont donc une possession pour passer devant Chicago sous peine d'aller en overtime. Et on va voir Julius Randle qui va nous faire admirer ses talents de superstar, on peut le dire comme ça. Attention, vous voyez beaucoup de mouvements de jeu. Alors, les 2 horloges sont synchro. On est à 12 secondes, l'horloge est à 11 secondes. Voilà, il y a 1 seconde d'écart. Donc, c'est valable de pouvoir potentiellement attendre le décompte en ISO. Le problème est dans la suite. Voilà, c'est un shoot contesté en fadeaway, compliqué, à 2 points. Mais en mid-range, en ligne de fond, derrière le panier. Voilà. C'est vraiment du plaisir. Du plaisir, vraiment. Autant l'isolation, je trouve pas ça stupide. Après, je serais peut-être pas parti sur une ISO Randle pour les coups. J'aurais préféré Jalen Brunson qui aurait au moins la capacité de faire une passe. Surtout que là, en phase offensive, on n'a pas à craindre son potentiel problématique défensive. Et puis, Julius peut-être prend un écran ou alors, je sais pas, va vraiment dans la peinture, joue au poste, enfonce le gars avant pour se rapprocher du panier. Là, il n'y a rien quand même. Il y a rien qui va quand même. Il y a rien qui va. Voilà. Donc voilà. Bah, c'était les Knicks qui gagnent malgré tout. On est médisants, encouragés par assez parlé de moi, pardon. On reste médisants, mais qui sont malgré tout sur 5 victoires d'affilée, qui retrouvent de la défense. Alors, ce n'est peut-être pas suffisant pour le beau jeu et être pleinement satisfait. Malgré tout, ça gagne et peut-être ça pourrait s'accrocher grâce à la défense et en réussissant à être un petit peu plus équilibré en termes attaque et défense. Donc voilà pour ce qui était des Knicks. Dans la conférence Est, autre dynamisme, celui des Hawks, puisqu'on parlait des Hawks la semaine passée. On parlait des Hawks, on se disait, regardez les Hawks, ils étaient pas mal, ils étaient juste derrière les Nets, je crois, 5e, quelque chose comme ça. On se disait, bon, c'est pas trop mal. Depuis, les Hawks ne font que perdre. Et ils sont sur 5 défaites en 4 matchs, il me semble. Donc les Hawks qui ne vont plus. Et les Hawks qui ont pris 50 points
50-22 dans le premier quart. Je suis, mais vraiment, mais par le Magic, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors ça, c'est toujours délicat. Je suis toujours. Est-ce un record? Alors, bonne question. Bonne question. Faudrait aller vérifier. J'ai pas du tout le temps de vérifier. J'ai même pas eu l'idée. Mais il y a moyen que ce soit un record parce que 50 points en un carton, c'est assez incroyable. Pour le Magic, en tout cas, c'est un record. Bah, merci pour la précision, Matt. Alors, je suis un peu embêté vis-à-vis des Hawks parce qu'ils commencent à se dire, enfin, ça fait quand même quelques temps qu'on commence à se dire, il y a des problèmes dans le vestiaire, des problèmes avec le coach. Il y a eu un petit épisode il y a 2 semaines, il me semble, avec entre Trae Young et Nate McMillan. Le problème, c'est que ça, c'est toujours vraiment de la pression. On n'en sait rien, c'est de l'intangible. On ne peut jamais savoir ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est vraiment ces problèmes-là qui ressurgissent sur le terrain? Est-ce que c'est. Parce qu'il y a quand même une notion aussi d'attitude et de comportement et de ne pas en foutre une défensivement ou quoi, parce qu'ils sont capables de faire mieux hein, dans le personnel, etc. Bref, donc du coup. Ou trouver vraiment. Alors après, encore une fois, moi j'ai pas vu les matchs des Hawks, donc tous les fans qui seraient avec nous et qui regarderaient en rediff pourront nous le dire hein, dans les commentaires et être beaucoup plus précis que nous. Mais c'est pour ça que je me tiens à distance de ce genre de narratif là, parce que c'est jamais vérifiable, c'est des intangibles compliqués à les regarder, donc voilà. Alors qu'on transmet bien évidemment ce magnifique jeu de mots hein, à l'image du niveau des Knicks. Voilà, hein, je peux le dire, ils sont un peu trop déjantés cette saison. Rire, entre parenthèses, ça, je vous laisserai avec ça ou pas. Hein. En tout cas, on peut féliciter ces potes de moi qui reprend le flambeau hein, de Guillaume, qui enregistre tous ces podcasts le jeudi soir et qui du coup ne peut plus être avec nous, malheureusement, bien malheureusement, mais on lui passe bien sûr le bonjour. Bien évidemment, pendant son enregistrement. Voilà, c'est fait. Autre équipe, est-ce que d'autres équipes vous ont marqué du côté de l'Est mes amis, donc ouais, les Nets, on peut le dire, on va pouvoir peut-être vérifier. Les Nets avaient un calendrier plutôt accessible jusqu'alors. On va peut-être voir la confirmation ou pas justement face à des équipes un petit peu plus chevronnées, un petit peu plus tankées pour pouvoir les emmerder un peu. Les Sixers du coup qui profitent hein, de ce ventre mou aussi qui était pas terrible récemment et qui finalement remontent dans les standings. Les Sixers qui retrouvent leur défense également, à l'instar des Knicks bien évidemment. Mais avec notamment des blessures sur le backcourt qui permettent malgré tout de voir des joueurs avec plus de temps de jeu. Alors il y avait bien évidemment Shake Milton qui est un joueur qui est meilleur avec plus il a d'usage, plus il est meilleur. Et donc du coup avec les pépins de santé d'Arden et on l'a appris juste avant le live aussi une absence un petit peu prolongée pour Tyrese Maxey a priori. C'est Doc Rivers qui tenait au courant de cela. Qui du coup permettre d'insérer d'autres joueurs dans le backcourt, et notamment D'Anthony Melton qui, arrivé des Grizzlies, qui est un joueur au playmaking défensif très intéressant, un petit peu undersized, mais qui compense beaucoup par son QI défensif élevé, et qui en plus, contrairement par exemple à un Matisse Thybulle par exemple, réussit offensivement à être, si ce n'est neutre, au moins positif, parce qu'il arrive à shooter plus que correctement sur ses 3 points ouverts notamment, et donc ça ajoute quand même peut-être un aspect plus défensif dans le backcourt que le backcourt bien sûr Harden et Maxey qui est difficilement tenable hein, défensivement on peut se le dire, et donc du coup il y a des choses comme ça qui sont intéressantes de par les absences et peut-être des rotations à revoir du côté de Doc Rivers. On peut toujours rêver, en tout cas les Sixers qui profitent de ce ventre mou très homogène, hein, puisque tout le monde est à 15 victoires, pour affleurer en tête. Ça peut changer encore très vite, mais peut-être la saison est-elle lancée du côté des Sixers. Si toutefois ils seront pas trop flingués par les blessures, hein, parce qu'une ou deux blessures ça peut se compenser avec le roster des Sixers. Il faudrait pas que ça se prolonge et qu'il y en ait trop non plus. Bien évidemment. Le hit, c'est toujours compliqué, on en a un petit peu parlé la dernière fois.
Je n'ai pas vu les Wizards hier jouer, mais a priori il y avait beaucoup de blessures. Et puis ça défendait rien du tout. On leur a mis 140 et quelques points et on a mis 98 points dans la peinture aux Wizards. On est les seconds records, égalité second, depuis 1996 ou 1998. Voilà, c'est vous dire à quel point les Wizards défendent. Les Kings qui sont motivés pour l'éjection de leur coach et gagnent le match avec un très bon Sabonis, motivé par l'éjection de leur coach. Effectivement, on a vu ça hier. C'était très intéressant et j'étais content de cette réaction d'orgueil de la part des Kings. KP est blessé ou pas? Il me semble. Oui, effectivement, oui, il était rolled out hier. Hamstring pour Bradley Beal et back du coup pour Porzingis. Voilà, il était déjà en questionable là, day to day. Bon, il est quand même pas out, donc ça devrait revenir un petit peu près. Voilà, c'était pas très précis, mais c'est fait en direct au moins. Les Raptors ne vont pas bien en ce moment, et pourtant hier Van Vliet et Barnes ont été très bons. C'est catastrophique offensivement, c'est chaud. C'est chaud pour les Raptors offensivement, c'est compliqué. Sur demi-terrain, je crois que leur offensive rating, alors j'ai vu cette stat il y a peut-être une semaine, donc ça a peut-être bougé un petit peu, mais sur demi-terrain, les Raptors, c'est 88 d'offensive rating, un truc comme ça, c'est le dernier de la ligue, mais largement. L'avant-dernier est à 96 ou quelque chose comme ça, donc 10 bons points de plus. Ouais, c'est très difficile. À la création, hein, toujours. Hein, alors, un peu. Alors, pourtant, hier, Van Vliet et Barnes ont été très bons. Alors, c'est les deux qui, à la création, peuvent à peu près, avec Siakam, mais dans un rôle un peu différent. Donc, ouais, compliqué pour les Raptors. Je pense qu'en plus de la création, je crois que le shoot extérieur est à chier. Je crois qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus des 33%. Et ils sont tous en baisse par rapport à la saison passée. Et donc, du coup, forcément, avec moins de 3 points, alors que dans une offense moyenne, tout de suite, ça dégringole. Donc, je pense qu'il y a également un petit peu de ça. Hello les gars, hello Val, comment vas-tu? Tu n'es pas à l'entraînement. Je sais que tu étais blessé en début de saison, mais que tu avais repris les entraînements. Enfin, il me semble. Tu nous fais l'honneur de ta présence. Bienvenue à toi. On va passer à la conf Ouest en terminant sur les Raptors. Gary Trent est moins bon dans un rôle en plus de pétard où il y a des hauts, des bas et les hauts peuvent être très hauts, les bas peuvent être très bas et avec en plus énormément d'importance, notamment sur le banc. On sait que c'est lui qui permettait aux Raptors de rester à flot, notamment quand Van Vliet partait sur le banc. Donc voilà, breaking news, Curry loupe quelques semaines. Ah bah ça c'est une très bonne news qui va nous permettre de passer dans ce petit tour de l'association à la conférence Ouest, bien évidemment, qu'on va passer en revue rapidement. On avait fait déjà le tour pas mal la semaine passée. Et donc, comme Val a pu nous le préciser, bien sûr, dans le chat, des Warriors qui perdaient hier, mais qui surtout perdaient le meneur sur une blessure à l'épaule. Quelques semaines, donc pour les Warriors, alors on pouvait malheureusement craindre le pire parce que ça avait l'air vraiment, vraiment chaud. Donc si ce n'est que quelques semaines, on est dans le milieu. Bien sûr, on aurait préféré quelques jours seulement, quelques semaines. Si c'est 2-3, peut-être ce sera un moindre mal. Néanmoins, les Warriors qui étaient déjà dans le dur, j'en parlais la semaine passée, hein, mais voilà, beaucoup trop de turnovers, notamment une des pires équipes sur les turnovers. On a encore vu Draymond Green hier faire un match absolument horrible. Il me semble qu'il marque que 2 points. Il se fait expulser à la fin. Il a 6 turnovers justement. Et donc du coup une défense en plus qui prend d'autant plus cher en contre-attaque. Qui en plus n'est pas forcément bien au point depuis le début. Tout cela fait que les Warriors restent dans le négatif avec 14 victoires pour 15 défaites. Et n'ont pas évolué depuis la semaine passée. D'autres équipes qui vous ont marqué cette semaine, peut-être dans cette conférence Ouest. Tout à l'heure, on avait Arnaud, fan des Rockets avec nous. Tu pouvais en parler un petit peu plus si tu veux. Et non, pas d'entraînement ce soir, car le kiné m'a, comme on dit dans le jargon, savaté la gueule. Ah, je vois que tu fais partie de ces gens qui forcent malgré les blessures. Je connais cette technique, je l'ai abandonnée il y a longtemps pour mon plus grand bien. Sache-le, la sagesse m'a trouvé et depuis je touche du bois, mais tout va mieux.
Je me suis fait une petite frayeur, moi, mardi. J'ai failli avant-dernière action, super, sur un vieux rebond en défense, où je me suis pris un mec et je me suis tordu la cheville. Mais heureusement, plus de peur que de mal. Il a peur de jouer au MSG mardi prochain, nous dit assez parlement en parlant de Curry. Et voilà, c'est comme ça que les fans d'Enix, même en clashant leur propre équipe, etc., restent des gars à fond sur le trash talk, et ça, on apprécie grandement. Est-ce qu'il y a d'autres petites équipes intéressantes du côté de l'Ouest avant de parler aux deux équipes qui vont nous intéresser plus précisément ce soir, à savoir les Clippers et les Lakers, direction bien évidemment Los Angeles. Les Suns qui sont dans une spirale peut-être négative, on peut en parler rapidement. Vous le voyez, hein, une série de 5 défaites en cours. Ça commence à faire beaucoup pour des Suns qui étaient à un moment premier de la conférence Ouest, ou second, à vérifier, mais il me semble qu'ils étaient à un moment premier, et qui du coup dégringolent à la 5e position, qui voit les Trailblazers revenir en contact, les Denver Nuggets, les Memphis Grizzlies, et bien sûr les New Orleans Pelicans, mais ça on le disait déjà la semaine passée, revenir devant eux. Malgré tout, on reste dans un peloton assez resserré, hein, même jusqu'aux Clippers à 17-13. 17-13. Et puis ensuite, on a les Kings et le Jazz à 15-12 et 16-14. Viennent ensuite les Mavs et les Warriors 14-14 et 14-15. On peut d'ailleurs ajouter peut-être les Timberwolves à 13-15 dans ce chapeau-ci. Et enfin, deux groupes pour clôturer la marche, Lakers et Thunders ensemble. Thunder, pas Thunders, hein. Excusez-moi, on n'est pas chez KFC. 11-16 pour les Lakers, 11-17 pour les Thunder. Et enfin, Rockets et Spurs qui tiennent la corde, bien évidemment, pour Victor Wembanyama. Et ça fait bien évidemment plaisir à Val, fan des Spurs. Nous, on est intéressant parce qu'on est les plus nuls. Voilà. Attention avec cette confiance, on a enchaîné 9 défaites de suite. C'était une belle performance. Mais on s'est vu trop beau et on a gagné. Ça nous apprendra. Effectivement, mais vous avez perdu depuis. Donc, vous repartez sur peut-être 9 d'affilée à nouveau. En vérité, si vous faites 9 d'affilée, une victoire, 9 d'affilée, vous serez très très bien en fin de saison. Je ne me fais pas du tout de soucis pour vous. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que Popovic avait fait une décla comme quoi il était plutôt content finalement de développer les jeunes sans pression. Je crois. Peut-être c'était ironique. Avec Pop, je me méfie, je n'ai pas écouté, j'ai juste lu rapidement un titre sur Twitter, je l'avoue. Donc du coup, c'était peut-être ironique et je rate l'essence de l'intervention. Si, il y avait les Mavs aussi sur lesquels on pouvait revenir. Les Mavs 14-14 à l'équilibre, 9e place pour les Mavs. Rapidement, hein, on peut en parler. Compliqué pour les Mavs, compliqué pour Luka Doncic. Avec en plus, on a appris juste avant le live, blessure de Maxi Kleber qui serait absent quelques semaines, lui aussi. Maxi Kleber qui est un joueur vraiment, un des joueurs les plus intéressants du côté des Mavs parce que c'est un intérieur très bon défensivement et assez mobile, surtout pour s'inscrire dans un schéma de switch all et de 5 out, donc qui peut s'inscrire au large et shooter à 3 points de manière assez décente pour pouvoir laisser la place dans la raquette. Donc c'est une pièce importante de l'effectif des Mavs, d'autant plus que quand on voit les passages de Javal Magui dans cette équipe, c'est toujours compliqué. Je vous avoue que tous les passages de Javal que j'ai vus, il prenait la sauce, hein, très clairement, à chaque fois qu'il était sur le terrain. Et c'était très clairement une cible pour l'attaque adverse et sur laquelle capitaliser, et à chaque fois très bien. Donc, ça peut être une perte importante pour les Mavs qui sont déjà un petit peu courts autour de Luka, bien sûr, pas de création. Alors Spencer Dinwiddie est plutôt bon dans son rôle, mais ça reste limité en termes de création pure, et on est bien loin d'un Jalen Brunson qui pouvait vraiment enlever du poids à Doncic. Doncic, une stat que j'ai entendue, il me semble, chez les gars de Doug Kemdo, qu'on salue bien évidemment, comme d'habitude. Il me semble que c'était chez eux que j'entendais cette stat. Quoi qu'il arrive, on leur place le shout-out. Luka Doncic qui, en termes d'assistés, de 3 points assistés, alors, que je vous dise bien la stat, parce que je l'ai en tête, mais il faut bien la formuler pour qu'elle soit compréhensible. Luka Doncic qui donc tire seulement 11% de 3 points assistés. Il me semble que c'est ça. Et qui donc tire le 89% donc de 3 points
par lui-même, hein, qui va chercher lui-même ces 3 points-là. C'est absolument énorme. L'année dernière, c'était déjà le premier dans cette statistique avec, il me semble, une vingtaine de pourcents de 3 points assistés seulement. Là, c'est 10 points de moins. C'est complètement hallucinant et surtout intenable pour Luka, qui s'y réussit peut-être à maintenir les Mavs tout au long de la saison, dans un bilan similaire à l'équilibre, voire un petit peu plus élevé, on peut espérer un petit peu plus, mais qui arrive à une place de play-in et ensuite à faire les playoffs, il va être complètement rincé. Je vois pas les Mavs pouvoir faire un semblant de run avec un Luka Doncic avec autant de poids offensif sur les épaules. Doncic n'est pas super en catch and shoot, nous dit Darius Garlanten par rapport à la stat dont on parlait vis-à-vis de Luka Doncic. Effectivement, c'est pas le enfin, oui et non, dans le sens où en fait il y a aussi une propension, c'est-à-dire que 11% d'assistés, c'est quand même beaucoup trop peu. Et surtout, ça veut dire qu'il n'y a pas de création pour en fait des décalages qui ensuite reviendraient sur lui. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le décalage et donc du coup, ça revient pas sur lui parce qu'il fait tellement des très bons décalages qu'il n'y a pas besoin de refaire tout le terrain pour avoir un shoot très ouvert. Mais aussi, ça veut surtout dire qu'il n'y a personne aussi en amont pour instiguer un décalage, une création potentielle et ensuite faire une passe qui peut-être lui arriverait en hooky assist ou en deuxième ou troisième assist. Et 11% vraiment. La saison passée, ok, il y en aura un peu pour Doncic malgré tout, quoi qu'il arrive. Mais quand on est à 25, 30, 35%, déjà c'est un petit peu plus honnête. Mais en restant dans la statistique basse, la 11, c'est abusé. Vraiment, là, c'est beaucoup trop peu. Vraiment, donc voilà. Luka Mimai Doncic, et voilà, ça devient caricatural. Mais on l'a vu, en fait, c'est lui, effectivement, en l'espèce cette année, parce que autour, il y a pas ce qu'il faut. Mais on l'a vu la saison passée, c'est pas non plus une volonté de sa part de ne pas donner la balle à quelqu'un qui serait capable. On l'a vu l'année dernière avec Jalen Brunson. Il savait s'équilibrer et aussi profiter d'un autre porteur de ballon. Là, il n'y en a juste pas. Donc, voilà, c'est compliqué. Comment ça se passe à Phoenix? J'ai entendu des retours pessimistes sur CP3 principalement. Est-ce que vous avez parlé des Kangs de l'immense Domantas Sabonis? Pour les Suns, j'ai malheureusement pas pu voir. Je suis trop pris avec le boulot là. J'essaie de tout donner pour avoir un petit peu de contenu, faire des lives réguliers et avoir du contenu avant les fêtes. Parce que je sais qu'après ça va être l'enfer. Et qu'on viendra qu'en janvier et que je veux pas lécher la chaîne YouTube en plan. Mais du coup, j'ai pas pu voir. Néanmoins, comme toi, j'ai entendu que depuis le retour de CP3, c'était compliqué. Je sais qu'aussi, il y a un aspect où Devin Booker était très bon en début de saison. Et en réalité, là, les derniers matchs aussi, il n'a pas été bon, avec notamment un shotmaking difficile. C'était le cas face aux Celtics, notamment. Et puis, donc du coup, offensivement, donc des difficultés. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'en ai lu, j'en ai vu. Je saurais pas trop dire du coup ce qui pêche à côté de ça. DeAndre Ayton s'est blessé, il me semble, le dernier match. Alors à vérifier ça, je n'ai pas lu de news vis-à-vis de cette blessure-là, si elle était longue ou pas. On espère pour les fans des Suns que ce ne sera pas grave, bien sûr, parce que ce serait difficile de se priver du pivot, bien évidemment, parce que derrière c'est quand même aussi assez court, malheureusement, à l'intérieur. Donc voilà. Et enfin, pour les Kings, oui, énorme match de Domantas Sabonis hier, et plus globalement, un Domantas Sabonis qui assure, notamment en l'absence de De'Aaron Fox, alors qui a porté préjudice à ces Kings-là, qui étaient un petit peu sur les rotules, je le disais tout à l'heure, un petit peu fatigués dans leur road trip là. On sentait les derniers matchs de l'Est qui pesaient. Heureusement, ils ont eu la réaction d'orgueil hier face aux Raptors, si je ne m'abuse. Oui, c'était ça. Et après l'expulsion de Mike Brown, qui a parfaitement senti ses troupes et pu amener cette réaction d'orgueil. En tout cas, de ce que j'en ai lu. Et donc moi, j'étais très content de voir cette réaction d'orgueil et de voir qu'ils réussissent quand même à maintenir des wins. Et ce niveau-là, moi, je veux les voir arriver. Si ce n'est en play-in, mais peut-être presque, pourquoi pas, en play-off directement, ces Kings, parce qu'ils méritent. Ils ont un groupe assez cool et ils font des choses très sympas
que ce soit offensivement et même défensivement. On en parlait la semaine dernière. Je vous renvoie bien sûr au replay du live de la semaine passée pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et ça me permet de lancer la commande replay dans le chat. Nous on va parler, vous le voyez, on a parlé un petit peu de quelques équipes dans cette conférence Ouest. On va rester sur la conférence Ouest, on va partir du côté de LA, et étant donné qu'il n'y a pas de fans sauvages des Lakers qui s'est présenté dans le chat, on va commencer par parler de ces Clippers, puisque vous le voyez, les Clippers sont 6e avec 17 victoires pour 13 défaites. Des Clippers qui avaient pourtant mal commencé la saison et qui donc reviennent dans le haut du classement. Des Clippers qui étaient attendus très haut, on l'avait vu dans nos previews et on n'était pas les seuls. On les attendait quand même dans le haut du panier cette saison. Je me souviens notamment d'un podcast que j'avais pu faire avec Guillaume, qui lui les mettait comme potentiel contender. C'était un de ces 2 contenders à l'ouest seulement. Et donc du coup, vous le voyez, des Kawhi qu'on estimait en grande... qu'on avait en grande estime, plutôt, pour ne pas faire la redondance de français, mais qui commençait bien évidemment très mal la saison avec la blessure de Kawhi, en tout cas les absences de Kawhi. Une fois n'est pas coutume. 12 matchs manqués pour l'ailier en première partie de saison. Il réussissait à reprendre 3 matchs de suite, bon an, mal an, et finalement manquait 6 matchs à nouveau. Finalement, depuis ces 5 matchs de suite, à l'exception d'un back-to-back pour le préserver face à Miami, une défaite d'ailleurs de la part des Clippers, mais néanmoins, des Clippers qui sont sur 3 victoires d'affilée et 3 belles victoires, notamment face aux Celtics, une hier face à Minnesota, un petit peu plus lambda, on peut le dire, Minnesota qui jouait en plus sans D'Angelo Russell, sans Karl Anthony Towns et qui était un petit peu à la peine, je vous le cache pas, mais néanmoins des Clippers qui montrent de belles choses, notamment une chose que l'on attendait, qui se vérifiait malgré l'absence de Kawhi Leonard, c'était bien évidemment une force défensive. Des Clippers qui sont, figurez-vous, top 5 sur le defensive rating. Alors, est-ce que je me suis pas muté parce que VLC a bugué sur l'espace, sur la touche espace? Non. Donc, des Clippers très bons en défense, top 5, top 4 même au defensive rating dans la ligue. Quelque chose qu'on n'attendait pas forcément, en tout cas qui ne se voit pas forcément au premier abord au vu de la difficulté de ce début de saison et l'absence de Kawhi Leonard, défenseur s'il en est. Mais on le savait pour ceux qui regardaient un petit peu l'équipe, bien évidemment, beaucoup d'ailiers qui permettent des schémas défensifs variés, polyvalents et très agressifs potentiellement, puisque on l'a vu face aux Celtics, mais aussi face à Minnesota par exemple hier, avec des blitz ou des prises à 2 sur le porteur en faisant confiance, et vous pouvez le voir là sur Tatum, en faisant confiance aux rotations derrière, qui vont parfaitement jouer, parfaitement se placer, des joueurs intelligents en termes de QI basket, des ailiers aussi très mobiles qui peuvent faire les switches très rapidement. Il y a aussi bien évidemment l'option du switch all, qui est la première option du côté de ces Clippers sur les écrans pour ne pas donner à l'adversaire aucun momentum et aucun décalage surtout, et vous pouvez le voir à l'instant encore une fois sur cette vidéo qui va tourner en boucle, et avec notamment également une autre option, encore une richesse d'options défensives avec Ivica Zubac qui est un pivot intéressant dans la défense de l'arceau, dans la défense du cercle, et un pivot plutôt bon sur l'homme, et donc du coup plusieurs façons de faire la défense, et Tyronn Lue, oui, qui est très à l'aise avec cet effectif qu'il connaît bien maintenant et qui a su gérer ses rotations et ses systèmes défensifs selon les adversaires. On l'a encore vu hier où c'était très intéressant de voir le régime spécial qui était attribué à Anthony Edwards et comment ils ont réussi à le frustrer et à gérer cette équipe de Minnesota. Une très bonne défense donc, mais un problème offensif et une offense pas suffisante pour profiter de ce top 4 defensive rating pour avoir un très bon net rating et potentiellement enchaîner les victoires, puisque ils sont 28e sur 30 à l'offensive rating, un net rating du coup négatif, alors de très peu, mais négatif quand même. Et ça, encore une fois, je pourrais vous renvoyer à nos previews du début de saison, et je vais pouvoir vous mettre une autre vidéo qui concernera cette fois-ci l'offense de ces Clippers,
une offense qu'on va le voir assez stagnante. Faute en est au manque de playmaker. On en avait déjà parlé dans la preview et ça se confirme malheureusement. C'est une équipe qui se base énormément sur de l'ISO parce qu'elle ne peut pas faire autrement et parce qu'elle a les armes pour. En réalité, avec la présence de Paul George, qu'on retrouve énormément en ISO dans cette équipe des Clippers, mais aussi de Kawhi Leonard, c'est une équipe qui va se jouer beaucoup sur de l'ISO. Mais pour que l'ISO soit efficace, il faut qu'il y ait des joueurs très bons dans ce domaine. Paul George et Kawhi sont très bons dans ce domaine. Paul George est sur ses standards en carrière, hein. Il fait plutôt un bon début de saison. Il n'est pas en deçà de ses standards, ni sur sa réussite au shoot, ni sur quoi que ce soit. Néanmoins, ça ne suffit pas. Une seule star en ISO, même aussi bonne soit-elle, ne suffit pas pour élever l'offense de cette équipe qui manque, encore une fois, je le disais, de playmakers. Kawhi et Paul George font office de meilleurs playmakers, non pas parce qu'ils ont un passing élite, mais parce que avec leur force offensive, ils vont tendance à attirer les défenseurs et ils vont pouvoir faire un premier décalage qui ensuite va mener à un 3 points ouvert. D'ailleurs, les Clippers sont plutôt pas mal et ont le personnel pour sanctionner une fois le décalage fait. Mais vous le voyez là à l'image avec d'autres joueurs comme Reggie Jackson, mais c'est aussi le cas de John Wall, d'autres playmakers, les autres playmakers dans la rotation, donc Wall et Reggie Jackson, ne sont pas assez bons tout simplement en fait pour élever le niveau jeu de l'équipe. Ils sont plutôt erratiques, il y a pas mal de pertes de balles. John Wall est plutôt bon mais assez irrégulier et surtout il apporte d'autres problématiques, notamment défensivement, où du coup c'est plus difficile à gérer pour l'équipe. Et puis surtout, il prend beaucoup le ballon. Et donc du coup, en fait, l'efficacité de l'attaque s'en fait ressentir parce que c'est autant de ballons qui ne sont pas dans les mains de Paul George ou dans les mains d'autres joueurs. Donc du coup, c'est difficile. Reggie Jackson, c'est un playmaking qui a toujours été limité. C'est un joueur qui a une tendance à l'ISO quand même en tunnel, un peu scoring, mais avec une efficacité bien moindre que les Paul George ou Kawhi Leonard, bien évidemment. Reste des playmakers secondaires ou tertiaires, mais qui du coup ne peuvent pas vraiment prendre le jeu à leur compte pour créer le premier décalage qui ferait en sorte d'élever le plafond offensif de cette franchise. On pense à Terrence Mann, à Luke Kennard, à Nick Batum. C'est effectivement des joueurs qui vont pouvoir faire l'extra passe et qui ont de bonnes lectures dans le jeu, mais c'est pas des playmakers premiers. Preuve en est globalement de cette manque de playmakers. Il y a beaucoup de Théo en fait. C'est une équipe qui fait beaucoup de turnover, beaucoup de pertes de balles donc. Et ce qui est paradoxal parce que c'est une équipe qui passe peu le ballon. Et on a le pire des deux mondes finalement, d'une équipe qui ne passe pas beaucoup le ballon, mais qui a quand même beaucoup de turnover. Et donc, heureusement, c'est pas quelque chose qui paye défensivement parce qu'ils ont une bonne défense sur la transition et ils empêchent les équipes, même quand elles ont de bonnes transitions, de profiter de ces pertes de balles. Alors ça, c'est quelque chose à mettre au crédit de leur défense, encore une fois. Mais ça reste que le bilan, c'est une offense stagnante qui tient au talent individuel des joueurs. Et dans ce cadre-là, une seule superstar en la personne de Paul George, même si elle fait un début de saison, même s'il fait un début de saison plutôt bon, qui n'est pas non plus exceptionnel, mais plutôt bon et solide, ça ne suffit pas. Et donc, forcément, Kawhi Leonard est essentiel à la réussite de cette équipe. Tout simplement. Et je pense, alors on peut parler de Kawhi, et c'est vrai que Kawhi est certainement un petit peu meilleur que Paul George, on peut quand même le dire, l'imaginer. Je pense que si c'était Kawhi qui était présent sur le terrain, mais que Paul George était absent, je pense que les mots seraient similaires. Peut-être que les Clippers seraient un petit peu mieux. Je pense que malgré tout, il y aurait des problématiques similaires et on se retrouverait avec un résultat, encore une fois, assez semblable. Là, par contre, c'est Paul George qui est sur le terrain et Kawhi qui manque. Kawhi qui est revenu des derniers matchs et on peut le voir, les stats avec Kawhi, ça, c'est le jour et la nuit dans cette équipe. 8-2 le bilan avec lui, 9-11, 9 victoires pour 11 défaites sans lui. Les résultats sont grandement dépendants de sa présence. Captain Obvious, j'ai envie de dire, mais on va pouvoir regarder un petit peu plus dans le détail le pourquoi du comment et aussi un petit peu s'extasier quand même devant le niveau de Kawhi qui revient très très bien dernièrement, notamment dans ses derniers matchs et face aux Celtics. On va pouvoir le voir là. Bien évidemment, ce qui caractérise Kawhi Leonard surtout, encore une fois, ça reste dans ce jeu d'isolation propre aux Clippers et surtout extrêmement efficace. C'est un joueur qui va savoir trouver ses spots sur le terrain. Beaucoup
de mid-range. Comme vous le voyez là, beaucoup de post-up. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il peut jouer le mismatch, notamment après un pick and roll où il y aurait un switch sur l'écran. Pourquoi pas? On sait que par exemple, l'équipe de Boston est très habituée à ce genre de switch. Alors, il n'y avait pas forcément de mismatch à Boston parce que eux aussi ont beaucoup d'ailiers et beaucoup de défenseurs qui peuvent tenir Kawhi. Néanmoins, vous pouvez le voir là, face à Derrick White, ça reste du mismatch à exploiter. Et donc, un Kawhi qui, peu importe l'adversaire, va pouvoir shooter de manière extrêmement efficace dans cette zone du mid-range. On a toujours tendance à penser avec les analytics, enfin, certains qui pourraient le voir de l'extérieur, que finalement, il faut prendre que des lay-ups et des 3 points. Mais en réalité, si vous êtes élite dans ces shoots mid-range, vous êtes bien évidemment plus que viable en offense. Au contraire, ça ouvre le jeu de manière différente et on peut le voir ici avec Kawhi qui en plus va profiter de sa dangerosité dans cette équipe des Clippers, et vous allez le voir dans la seconde partie de la vidéo, pour pouvoir attirer bien évidemment les défenseurs. Ça va être notamment très visible dans l'avant-dernier clip, il me semble. On va voir tout le monde se resserrer dans la peinture sur un drive de Kawhi, et donc du coup faire un décalage qui va profiter à toute l'équipe, qui va pouvoir ensuite faire l'extra passe pour trouver des positions ouvertes à 3 points avec des joueurs qui peuvent sanctionner. Nicolas Batum a un très bon pourcentage à 3 points depuis qu'il est aux Clippers, notamment parce qu'il a des positions ouvertes avec ses décalages-ci. On passe bien évidemment à l'instant, vous l'avez vu, à Luke Kennard qui est un spécialiste du shoot, mais il y en a d'autres qui sont capables autour dans cet effectif. Bien sûr, Paul George et Kawhi, quand l'un ou l'autre ne sont pas sur le décalage et sur l'isolation, mais aussi Robert Covington. Alors il faudrait voir, Robert Covington, je ne sais pas ses pourcentages de 3 points en tête, mais bref, il y a du personnel et tout de suite, l'offense s'en fait ressentir. C'est également très important d'avoir Kawhi Leonard au relais de Paul George, parce que et l'un et l'autre vont pouvoir être stagués, comme on en parlait tout à l'heure dans la rotation, et pouvoir être présents à chaque fois sur le terrain. Quand l'autre n'est pas là, ça permet à l'équipe de garder un niveau plancher minimal offensivement. C'est aussi une bonne tactique pour pouvoir tout simplement gérer l'endurance. On sait que le Kawhi est de retour. Ses minutages, par contre, sont encore limités pour justement essayer de le maintenir en bonne santé. On sait que les deux joueurs posent problème à ce niveau-là. Il faut réussir à gérer leurs limites le mieux possible pour ne pas avoir à les faire jouer plus qu'ils ne devraient et se retrouver encore une fois à voir les joueurs blessés, ce qui serait le pire des situations pour ces Clippers. Voilà, c'était un petit peu quelque chose d'obvious peut-être pour préciser du côté de ces Clippers. Et je m'adresse encore une fois, comme d'habitude, à tous les fans des Clippers qui nous regarderaient, que ce soit sur le live bien évidemment dans le chat, mais aussi sur la rediffusion YouTube. N'hésitez pas à commenter pour nous apporter un petit peu plus de précision quant à votre équipe, nous dire quels autres éléments on aurait pu manquer dans cette analyse qui me semblait, je vous avoue, un petit peu superficiel finalement. Quand j'ai terminé d'écrire, je me suis dit c'était un petit peu, voilà, Captain Obvious encore une fois. Néanmoins, je pense que ça permet de voir à quel point Kawhi peut être important dans ce système de jeu. Et Paul George aussi, incidemment. Encore une fois, je pense que si c'était Kawhi qui était présent, mais Paul George absent, je pense qu'on aurait les mêmes limitations de l'effectif. Même si Kawhi peut-être est un petit peu meilleur, et notamment dans les fins de match, moi les 2 derniers matchs de Kawhi, les fins de match ont été exceptionnelles. Il a peut-être un peu plus galéré sur le début, mais dans le Money Time, etc., il a été extrêmement clutch, et ça a été vraiment du pur plaisir à regarder et à retrouver ce Kawhi Leonard-ci, et on espère qu'il va pouvoir enchaîner des matchs et que ses problèmes de blessure resteront loin de ses Clippers, que ce soit de Paul George, de Kawhi, mais aussi de tout l'effectif, pour pouvoir les voir au plus haut niveau, enfin, après 3 ans, 4 ans même peut-être, je ne sais plus, d'espoir et d'ambition ratée malheureusement pour cette équipe. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans le chat? Est-ce que j'aurais raté certaines choses? En tout cas, c'était intéressant de voir que j'ai trouvé par exemple le match de Amini hier vraiment intéressant, parce qu'il y a eu vraiment cette accélération dans le 4e quart-temps, notamment de la part de Kawhi. Et vraiment une équipe qui, alors certes, jouait des Wolves diminués, mais qui déjà défensivement était très en place tout le long du match, mais qui ensuite offensivement a su appuyer où ça faisait mal. Et voilà, et surtout Kawhi a été cinglant en fin de match, où il a vraiment pris ses ISO comme il le fallait, avec un calme, une sérénité
qui donne envie vraiment à n'importe quelle franchise, parce qu'il a vraiment été dans ses spots. Il a joué la prise à 2 parfaitement quand il fallait, il a joué le décalage quand il fallait parfaitement. Et les joueurs autour ont parfaitement fait l'extra passe pour du 3 points ouvert. On a vu les Kennard les assassiner notamment. C'était vraiment très cool. Et comme nous dit Kilake, Batum hier a fait un bon match avec le meilleur plus-minus, plus 30. Certes, c'est pas Kawhi, mais il facilite beaucoup le jeu des Clippers complètement. Kawhi fait une très bonne saison et un dernier très bon match, je suis d'accord. Même vis-à-vis des... j'avais vu un autre match en début de saison et je l'avais trouvé très très bon aussi. Matt qui confirme, tu as raison, il est indispensable. Batum, non, est excellent. Il a un pourcentage à 3 points qui est au-dessus de la moyenne, il me semble. À vérifier si je dis pas de conneries, mais moyenne plus. Et donc du coup forcément il est dangereux à 3 points et ça fait aussi énormément de différence parce qu'à côté de ça défensivement on le retrouve très bien. Il y a eu une action que je vous passais tout à l'heure, la petite vidéo défensive de cette équipe. Il y a une action où il fait une aide à l'intérieur alors que c'est Gobert qui récupère le ballon. Et il a plus qu'à dunker et il fait une super aide défensive sur le rollman qui est vraiment, la lecture est parfaite, le timing est parfait, le saut est pile là où il faut. Là par exemple, là aussi la rotation elle est nickel. À reculons en ayant pris l'information, il est vraiment il est vraiment très très bon Nick Batum sur ce début de saison. Un petit shout-out pour les Français. On est souvent critique. Là il faut aussi reconnaître le bon de la part de Batum, mais ça fait très plaisir de toute façon de le revoir à ce niveau. Et plus globalement, chez ces Clippers, il est vraiment dans un super rôle qui lui va à merveille et il fait tout ce que pareil. Encore une fois, la rotation là de Batum elle est parfaite. Et là, on le voit aussi l'importance d'avoir un Kawhi quand même défensivement où Grant, il était en retard sur le close-out, il fait quand même le bump et il est quand même très bon. On peut commenter un petit peu, je peux commenter un petit peu ces images aussi. Si vous avez d'autres choses à ajouter dans le chat, n'hésitez pas. Et puis comme ça, après, on pourra passer à ces Lakers. En tout cas, ouais, ces Clippers, il y a deux belles choses. Alors, c'est un style de jeu, ça peut être chiant. Si vous aimez l'offense, c'est pas incroyable. Il faut aimer le shotmaking de Kawhi et Paul George, ce qui des fois est vraiment impressionnant. Par contre, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant. Alors, vous voyez là, le blitz et les prises à 2 sur Edwards, qui était vraiment intéressante, parce que, encore une fois, il y a aussi le jeu du timing. C'était pas toujours blitzé dès le départ, c'était souvent échelonné. Il y avait des fois, on laissait un petit peu Anthony Edwards le ballon, le temps qu'il perde du temps. Des fois, c'était beaucoup plus rapide. Histoire de l'empêcher de prendre du rythme ou quoi en transition. C'était vraiment très intéressant cette défense des Clippers parce que absolument bien adapté. Et là du coup on est en scramble mode, il n'y a plus beaucoup de temps, 3 secondes à l'horloge. Heureusement il y a une petite overhelp de Luke Kennard à l'intérieur, mais malgré tout on chasse le 3 points. 2 points un petit peu contesté. C'est un shoot qu'on prend tous les jours du côté des Clippers. Et de n'importe quelle défense d'ailleurs dans la ligue qui soit un petit peu efficiente. Encore une fois, les rotations derrière, elles sont plutôt bonnes, mis à part celle-ci. Bon, je vous en ai laissé où je vous ai laissé dans la vidéo de la défense 2-3 actions où il y a peut-être une erreur de rotation, c'est sur la dernière. Néanmoins, je considère que ça reste des bonnes phases défensives. Parce que des fois il y a eu des belles rotations du ballon. Je pense notamment à la seconde unit des Wolves qui est beaucoup moins stationnaire et stagnante que la première et qui du coup était plus dangereuse pour ces Clippers-ci. Mais les Clippers s'en sont malgré tout très bien sortis. On n'a pas vu, je vous ai pas mis l'aide défensive de Batum à un moment. Ah si, c'est celle-ci, regardez. Parfait contest à l'arceau de la part de Batum sur Gobert. Elle est vraiment exceptionnelle celle-ci. Surtout que l'action des Wolves est pas mal. On a Anthony Edwards qui lâche très vite le ballon pour Kyle Anderson qui va jouer ce rôle de playmaker, alors qui fait vraiment du bien aux Wolves. Moi j'adore Kyle Anderson en plus. Et donc du coup on va pouvoir jouer ce pick and roll off ball, cet écran slippé, et ensuite on a Rudy Gobert qui va finalement poser cet écran et on va jouer sur Anthony Edwards off ball parce qu'il était vraiment embêté par cette double team. Enfin, on attend la prise à 2. Il fait bien parfaitement la passe ici, alors que Rudy Gobert allait jouer le pick and roll. Du coup, ça va libérer
Ce jeu à deux entre McDaniels et Rudy Gobert. McDaniels qui voit très vite Rudy Gobert qui est tout seul qui va s'élancer. Et là, cette rotation, elle est vraiment parfaite de la part de Batum qui a tout anticipé. Vraiment, l'action, elle est super. Voilà. J'ai bien évidemment, c'est loin d'être exhaustif, hein, ces petits résumés vidéo. Mais au moins, ça vous permet d'avoir des choses visuellement auxquelles vous raccrochez pendant que j'en parle. Je lis vos derniers messages, puis on va pouvoir passer aux Lakers. Lou garde ses cartes pour les playoffs, nous dit assez parlé de moi. En vrai, même sans les cacher, même sans les planquer, les cartes, Lou, il a déjà montré justement qu'il savait gérer et bien utiliser surtout la polyvalence défensive de cette équipe. Hein. On l'avait vu en playoff, notamment contre Dallas, hein, la série, et c'était vraiment intéressant, avec notamment Ivica Zubac, hein, qui était utilisé, pas utilisé vis-à-vis de Doncic, et ensuite tous les systèmes en switch all et en défense agressive de l'autre côté du terrain avec de très belles rotations off-ball à l'opposé. Il y avait plein de trucs, il avait tenté plein de trucs. Alors Doncic est malheureusement indéfendable. Hein. C'est aussi ça la beauté de Luka Doncic. Mais on avait quand même vu toute la panoplie défensive. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ces Clippers étaient, à raison, anticipés si haut dans les standings. Alors moi je me méfiais beaucoup de l'impact blessure, mais bon, j'espère avoir tort, hein, encore une fois. Mais c'est parce que les derniers finalistes, hein, Celtics et Golden State, et puis même les dernières équipes les plus convaincantes en playoff, on pense notamment aussi à Miami à l'Est, étaient les équipes qui savaient, pouvaient, avaient le potentiel et la maîtrise surtout sur différents schémas défensifs, sur une polyvalence défensive et une science défensive du jeu. Et clairement, les Clippers en font partie. Et donc, du coup, on peut les projeter plutôt haut en play-off. C'est les Lakers, donc, alors que je vous repartage mon écran, deux trades de la part de Jérémy QI Basket, le boss, hein, bien évidemment. Deux trades que je vais vous partager dans le chat, mais aussi sur le replay YouTube. Bien sûr, ce sera dans la description, dans les messages, dans les commentaires. Bien évidemment, deux trades qui s'attachent aux deux big boss de LA, aux deux big boss des Lakers, en tout cas, en la personne de LeBron James et Anthony Davis. Mais avant ça, peut-être un retour sur les Lakers rapide, bien sûr. 11 victoires pour 16 défaites pour ces Lakers. 22e offensive rating, 13e defensive rating. Un duo, Anthony Davis, LeBron James, mal entouré, trop peu de shooters notamment. Et si Russell Westbrook embrassait enfin son rôle de 6e homme, ce n'était tout simplement pas suffisant pour couvrir les défauts structurels d'une équipe qui, vous le voyez bien, offensivement patine. Elle a un potentiel défensif, c'est d'ailleurs ce qu'on évoquait notamment dans notre début, une de nos toutes premières vidéos et un article augmenté de Jérémy, hein, qui est encore disponible sur le site et en vidéo YouTube. Les Lakers sont-ils si loin d'être bons? Eh bien, on avait tort, effectivement, ils étaient assez loin d'être bons puisqu'ils sont 12e de cette conférence Ouest. Et si il y a eu quelques runs de victoires notamment, on retrouve une équipe partagée avec de toute façon des défauts structurels peut-être trop forts pour un duo Anthony Davis, LeBron James, et on va voir ça tout de suite à travers l'analyse des deux trades, mais aussi le retour sur le match face aux Celtics il y a quelques jours maintenant, et une conclusion malheureusement peut-être un petit peu plus sombre que les espoirs qu'on essayait de donner aux pauvres fans des Lakers dans ce début de saison. Un tableau noir donc, et un bilan difficile pour ces Lakers, qui va peut-être se noircir encore un peu plus quand on voit ce premier trade de la part de Jérémy, et un titre cinglant et inquiétant, le début du déclin de LeBron James, point d'interrogation, est-ce le début du déclin du monstre sacré LeBron? On peut malheureusement se poser la question. Alors il est vrai, Jérémy commence par nous rappeler que c'était des questions qu'on se posait déjà en 2015, en 2018, en 2021, après quelques blessures de la part du Kings, et finalement à chaque fois il avait su se réadapter et montrer surtout qu'il en avait encore sous la semelle. Mais là, on va le voir, il y a des choses statistiques et des choses précises qui peuvent nous inquiéter quant au rendement du Kings et surtout dans la suite de la saison. Avec notamment ce tableau sur Clean the Glass et une chose
un déclin potentiel à l'efficacité au scoring, ce qui serait une première réellement dans les années du Kings dans la ligue. Vous le voyez ici, le PSA, donc point par tir tenté. Vous le voyez tout au long de sa carrière, et ça par contre je me faisais la réflexion vraiment, admirer un petit peu ces stats hallucinantes d'une carrière du Kings, bien évidemment qu'on ne présente plus largement au Hall of Fame, et peut-être meilleur joueur de l'histoire. Ça, je laisserai le débat dans les commentaires, bien sûr, et dans le chat, hein, vous vous amuserez sans moi. Mais une vraie anomalie ici sur cette dernière saison, sur l'efficacité au scoring, avec un 16e percentile et 109,8 de points par 100 tirs tentés. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est de ce scoring et le pourquoi du comment. Eh bien, le Kings, à l'heure actuelle, est un des ailiers forts intérieurs les moins efficaces de la ligue au scoring, ce qui est une première de toute sa carrière presque en NBA. On va le voir, et c'est Jérémy qui nous le dit ensuite dans son trade, plusieurs causes à ça. Un tir extérieur en berne, mais ça on a déjà pu le voir avec le King. Ce qui est plus étonnant, c'est surtout avec une difficulté sur des shoots faciles, notamment des lay-ups à l'arceau et des manques à 2 points, comme c'est le cas ici, qu'il ne faisait jamais. Et surtout, un pourcentage sur le lay-up en berne, avec beaucoup de ratés. Ici, c'était face à Denver, mais il y a eu malheureusement d'autres matchs, et je vais pouvoir vous en parler en stats beaucoup plus précises. 8,1. Alors, il y a 2 stats très importantes à regarder du côté du Kings. Et c'est ici que Jérémy nous les donne. 8,1 drive par rencontre, c'est malheureusement 20% de moins qu'il y a 2 ans. Il va beaucoup moins au drive qu'avant. Le Kings, il se repose beaucoup plus sur son tir extérieur. La faute a une réussite en berne sur ces shoots-là, alors qu'on pensait le Kings indétrônable, proche de l'arceau, et avec son côté train, bien sûr, lancé à pleine vitesse et son physique de mammouth. Une réussite qui passe de 60% au shoot sur ses lay-ups à 45%, autant dire d'un très bon niveau, bien évidemment, à un niveau plus que médiocre et en deçà de la moyenne à son poste, ce qui est forcément très inquiétant, qui joue sur l'efficacité au scoring global. C'est en plus la première arme de LeBron James, bien évidemment, et vous le voyez, on est sur un échantillon qui commence à être intéressant. Autant sur les 10-12 premiers matchs, on pouvait se dire qu'il y avait un retour de blessure, il y avait un rythme à reprendre du côté de LeBron, autant ces difficultés se sont transposées sur les 15 derniers matchs, et on a maintenant un premier échantillon qui commence à être bien malheureusement significatif d'une potentielle baisse et d'une potentielle problématique du côté de LeBron James. Heureusement, je vous renvoie bien évidemment à l'article, et Jérémy le souligne bien, on a affaire à un joueur bien évidemment très intelligent qui a su tout au long de sa carrière se remettre en question et surtout se réinventer. On pense notamment à son évolution au shoot, mais aussi sur son fadeaway, sur son shoot à l'extérieur à 3 points, qui s'il est encore en berne, peut potentiellement réémerger et il pourra peut-être réussir à retrouver de la confiance sur son tir à l'extérieur, notamment en passant par de la zone intermédiaire. Et puis, bien évidemment, ça reste le génie créatif à la passe et au playmaking que l'on connaît. Je vous renvoie encore une fois au trade complet pour avoir un petit peu plus d'infos. Moi, je voulais passer plutôt sur le match qui a eu face aux Celtics, dans lequel il fait une très bonne ligne de stats, mais au-delà de la ligne de stats, où il nous a rassuré justement sur ces points que pouvait soulever Jérémy a raison, ses difficultés à aller à l'arceau et ses difficultés à peser notamment sur le shoot extérieur. Et bien là, et on va pouvoir le voir dans la vidéo, il nous a pas mal rassuré, notamment dans le clutch time où il a pris le match à son compte dans le 4e quart-temps pour revenir après un run des Celtics. Ça a été un match de run, un match assez fou que je vous recommande d'ailleurs, qui était très agréable à regarder. Et un Kings du coup qui a réussi à se remontrer dominant pour nous rassurer, pour nous dire qu'il n'était pas mort, bien évidemment.
et donc qui va pouvoir assurer au scoring, que ce soit dans le shoot extérieur, on en a vu 2-3 très très beaux, notamment un dans le Money Time, au mid-range qui était magnifique, d'autres tirs bien sûr au lay-up sur le drive, c'est bien évidemment là qu'il est encore le plus impressionnant et surtout le plus efficace, mais un LeBron qui, s'il nous a rassuré, a fini par perdre ce match, et surtout avec, on en reparlera un petit peu en conclusion, mais un problème d'endurance très clair, et LeBron et Anthony Davis qui avaient tout donné pour pouvoir réussir à affleurer dans ce match et à revenir après, malheureusement avoir laissé échapper le lead dans le 4e quart-temps aux Celtics qui revenaient d'un coup alors que les Lakers avaient le match en main. Malgré tout, un LeBron et Anthony Davis, un duo qui était complètement rincé en overtime et qui ne pouvait plus peser sur le match comme il avait pu peser sur le match tout au long des 4 quarts-temps du temps réglementaire, et qui donc se voyait perdre face à des Celtics certes extrêmement bons, une des meilleures attaques de la ligue, très clairement, et surtout une des meilleures équipes de la ligue. Donc, une nuance à nuancer, mais qui convient quand même de nuancer, vous l'aurez compris. Certes, le Kings montre qu'il peut encore monter en régime. Malgré tout, est-ce que ça empêche de s'inquiéter et de pouvoir monitorer certains facteurs qui pourraient nous faire penser à un début de déclin? Je crains malheureusement qu'on ne puisse pas faire l'économie de cette crainte-là et de ces vérifications-là. Parce que même quand il monte en régime comme cela, comme il a pu le faire, on voit que ça coûte physiquement aux Kings et qu'il ne peut pas non plus porter à lui seul la franchise sur son dos. Heureusement, il y a Anthony Davis, parce que si LeBron, vous le voyez là, encore un petit peu de jus, et sait pouvoir être efficace dans les moments qui comptent, il va falloir qu'il compte surtout sur un Anthony Davis qui fasse ça à chaque match. Si lui n'en est plus capable de le faire à chaque match, il va falloir qu'Anthony Davis le supplée. Et j'attendais un petit peu la transition pour ses actions vraiment magnifiques. Malgré tout, on voit qu'il a encore de la patate, le LeBron. Moi, je veux bien être mal comme lui, très clairement. Et donc, je vais pouvoir passer au second trade de Jérémy qui nous parlait du renouveau d'Anthony Davis. On le voit, santé, impact défensif, domination offensive. Est-ce le retour du vrai Anthony Davis? Il nous en parlait via quelques cartons que l'intérieur des Lakers avait pu faire dernièrement. On pense notamment à la performance XXL. 55 points, 22 sur 30 et 17 rebonds, 3 blocs face aux Wizards. Les Wizards dont on parlait tout à l'heure pour vraiment l'incroyable défense intérieure. C'était encore le cas ici face à Anthony Davis, mais ça n'enlève rien à sa performance. Et puis surtout, un Anthony Davis qui joue enfin les matchs et on touche du bois pour que cela continue. Le sujet majeur, bien sûr, depuis 2 ans pour AD, ça a été la santé. 46 matchs manqués en 2020 et 2021, 42 matchs manqués en 2021-2022. Cette saison, il a joué 23 matchs sur 26 et on espère que ça puisse continuer. Grâce à ça, il a réussi, alors qu'au début de la saison, il jouait avec des petites blessures, on sentait qu'il avait mal partout, etc. Il a réussi, en jouant à travers ça, à finalement se refaire une forme physique, et ça lui permet de dominer défensivement. On le sait, avant tout, Anthony Davis c'est un monstre défensif qui sait parfaitement protéger l'arceau. C'est là où, bien sûr, les points sont les plus importants pour les équipes, les points dans la peinture, c'est là qu'il faut aller les chercher, c'est là que avoir une très bonne défense à l'arceau est le plus avantageux pour une défense globale. Vous le voyez, quand il est sur le terrain, les Lakers encaissent moins 5, moins 6, on peut le dire, moins 6 points de, 6 points de moins, pour 100 possessions que quand il est sur le banc. Pour 100 possessions avec AD, avec Anthony Davis, AD plutôt, excusez mon réflexe d'accent français, je suis un petit peu fatigué en cette fin de live. Moins 5,9 points encaissés, moins 4,9% de rebonds offensifs autorisés, moins 0,7 de FG adverse, plus 0,7 de ballons adverses perdus. Vous le voyez, il impacte toutes les métriques défensifs, bien évidemment, et il impacte bien évidemment sur
toute l'offense adverse. Vous le voyez ici au bloc sur Tobias Harris. On va le retrouver également dans une autre vidéo, toujours face à ces Sixers, face à Harden ici, et puis ensuite face à Joel Embiid, qui bien évidemment va obtenir la faute, puisque si il n'a pas la faute, Joel Embiid, il meurt, hein, et il faut bien qu'on prenne ça en compte. Et puis bien sûr, cette polyvalence de schéma dont on parlait pour les Clippers, un intérieur qui peut jouer en drop pour protéger l'arceau, mais qui peut aussi à l'extérieur, gêner sur les drives, sur la mobilité de joueurs peut-être plus mobiles, sur des ailiers, etc. Et donc être très intéressant dans différents schémas défensifs. Mais là où c'est intéressant du point de vue du renouveau d'AD, c'est également du côté offensif du terrain. Vous le voyez ici sur l'efficacité, on reprend la même statistique tout à l'heure, alors qu'il galérait les 2 dernières saisons avec un 34e percentile et un 44e percentile les 2 dernières saisons à l'efficacité offensive, et donc dans une moyenne basse, en dessous de la moyenne des joueurs à son poste, il revient dans ses standards de 2019-2020 et ses standards de la bulle avec 133 points marqués par 100 tirs tentés. C'est tout simplement la meilleure moyenne d'AD en carrière. Vous pouvez le voir ici en points absolus à l'échelle de la ligue. Vous voyez que ça fait partie d'un top 5 avec les saisons 2013, 2014, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019-2020. Et donc, Anthony Davis qui retrouve une efficacité offensive digne des plus grands et digne des meilleurs à son poste, avec notamment une raison à cela, c'est une différence de choix dans sa zone de shoot. Vous pouvez le voir ici, c'était les années précédentes, on voit qu'il shootait malgré tout beaucoup à mi-distance et un petit peu à 3 points. Des 3 points dans les corners qui étaient bons, mais tout le reste des shoots à l'extérieur était finalement avec une efficacité, vous le voyez dans le bleu, et donc du coup une efficacité moindre par rapport à la moyenne de la ligue. Et finalement, cette année, où vous le voyez, il a effacé tous ses shoots ici, avec vraiment beaucoup moins d'occurrence de ses shoots extérieurs, pour se concentrer beaucoup plus à l'intérieur, là où ses shoots sont bien meilleurs et au-dessus de la moyenne d'efficacité de la ligue. Et d'un coup, bien évidemment, on a un Anthony Davis transformé, qui va jouer notamment beaucoup plus de post-up, comme vous pouvez le voir ici, et on le sait, dans une façon d'être vis-à-vis de l'attaque et au panier, où il est bien plus inarrêtable et bien plus difficile à défendre, mais aussi sur le rollman, comme vous pouvez le voir ici, en prenant du coup une bien meilleure position à l'intérieur et en dessous de l'arceau, ce qui va lui permettre de conclure beaucoup plus facilement, en jouant notamment aussi avec, vous le voyez ici sur Ivy, sur du mismatch potentiel, après un pick and roll, un switch, ou des choses comme ça. Vous pouvez le voir également ici, Anthony Davis, qui va être présent beaucoup plus au rebond offensif. Encore une fois synonyme de ce replacement à l'intérieur et de cette concentration beaucoup plus proche de l'arceau. Il va pouvoir être en position pour reprendre beaucoup plus de rebonds offensifs, comme c'est le cas ici sur cette magnifique claquette. Bref, Anthony Davis dominant qui ne recule plus vis-à-vis de la bataille dans la peinture, et ça fait le gros du changement. Je vous renverrai encore une fois au trade de Jérémy, qui sera disponible bien sûr dans le chat, mais aussi dans la rediffusion YouTube. Voilà pour le renouveau d'Anthony Davis. Le déclin peut-être, c'est un point d'interrogation de LeBron James. Il va falloir qu'on regarde ça, bien évidemment, qu'on confirme ça, et l'un et pour l'autre dans la saison. La belle dynamique nouvelle d'Anthony Davis va-t-elle être suffisante pour pouvoir pallier peut-être à l'économie qu'on devra faire du côté des Lakers de LeBron James, qui peut-être va pâtir finalement, et bien malheureusement, de son âge, 38 ans, et qui ne pourra peut-être pas porter autant de poids offensif comme c'était le cas les dernières saisons. Mais surtout, est-ce que les deux monstres ensemble vont-ils être suffisants à enrayer des problématiques structurelles chez ces Lakers? Puisque on l'a vu par exemple notamment
dans le dernier quart-temps et dans l'overtime, notamment face aux Celtics, eh bien, ils avaient bon porter la franchise à bout de bras, et Anthony Davis et LeBron James, avec vraiment 2 statlines incroyables vis-à-vis de ces statistiques, et vraiment, ils ont été au four et au moulin, ils ont été excellents, autant offensivement que défensivement, les 2 joueurs. Eh bien, ça n'a pas suffi aux Lakers à gagner ce match. Alors, encore une fois, c'était face aux Celtics, certes. Malgré tout, on peut se poser la question de est-ce que les défauts structurels de l'équipe ne sont pas trop importants pour que même avec un duo à fond, les Lakers restent dans une seconde partie de tableau. C'est malheureusement la question qu'on peut se poser, et notamment ce qu'on pouvait voir dans l'overtime vis-à-vis des Celtics, où Russell Westbrook, sur le terrain, est tellement un non-shooter. Et je parle de Russell Westbrook, mais c'est pas pour l'incriminer, puisque d'autres joueurs sont comme ça. Patrick Beverley ne sait plus shooter. On parlait de lui comme un potentiel arrivée intéressante du côté du shoot, parce que c'est quelque chose qu'il savait à peu près faire en carrière. Il était dans les moyennes de la ligue, et donc du coup, ça pouvait être au moins correct dans ce domaine. Il ne sait plus shooter à 3 points, Patrick Beverley. Du coup, déjà qu'il y en avait peu de shooters dans cet effectif des Lakers, là maintenant il y a presque plus personne. Et donc, ça pose vraiment un énorme souci, puisque les défenses peuvent se concentrer dans la peinture, se concentrer sur Anthony Davis et LeBron James, délaisser d'autres joueurs, les défier de shooter, comme c'était le cas encore une fois face aux Celtics, et du coup d'attendre les briques de tous les joueurs autour et de prendre le rebond tranquillement et de ne pas être inquiété. C'est ce qui s'est passé, et c'est aussi ce qui s'est passé vis-à-vis de l'ajustement des Celtics par rapport à Anthony Davis et leur duo avec LeBron James. C'est bien évidemment Ben Taylor qui nous en parle dans sa dernière, que je ne fasse pas de bêtises, dans sa dernière vidéo sur sa chaîne secondaire, que je vous invite à aller suivre si ce n'est pas le cas, et qui nous montrait l'ajustement de Joe Mazzulla pour contrer Anthony Davis, l'immense match que faisait Anthony Davis jusqu'alors, et c'est très intéressant à voir. Je vous conseille bien évidemment cette vidéo, je ne vais pas revenir dessus, tout est très bien expliqué. Est-ce que dans le chat, vous avez des choses à dire sur ces Lakers? Je vais pouvoir vous lire, revenir un petit peu sur vos messages. Avant de terminer ce live, bien sûr, c'est de focus. Kiley qui nous a sorti 2 gros pavés, ça va être très intéressant. Aux Lakers, ça bricole trop. En parlant de ça, j'ai créé une franchise Leroy Merlin avec Anthony Davis, Grayson Clay, Allen, Kevin Moore, Porter, Parabol. La fondation de ma team sera Daniel House avec Jordan Poole, le vendeur de piscine en 6e. Alors ça, je vais le copier-coller. Je vais le screen, t'inquiète pas. On va faire un Hall of Fame des commentaires en fin de saison. Et crois-moi bien, Kilake, que ton com ne restera pas dans l'oubli. Le souci des Lakers, c'est que les Lakers n'évoluent pas dans un environnement sain, contrairement aux Bucks où ça pue la sérénité. La sérénité et l'ennui aussi, hein. On peut le dire à Milwaukee quand même. Non, c'est juste pour te taquiner. Et je pense qu'indirectement, ça peut aussi faire baisser les perfs individuels des joueurs qui ne supportent pas les inconvénients d'une franchise surexposée. Très clairement, c'est un environnement particulier dans la ligue. Ça, on peut évoquer les gros marchés comme ça, très médiatiques. Je pense notamment aux Knicks aussi, où certainement la pression et la vie nocturne et plein de choses peuvent rentrer en compte. Ça, c'est clair et net. Enfin, Darius Garlanten qui nous disait « Les Lakers sont tellement mauvais qu'ils arrivent à mettre d'accord avec Barclay quand il dit que les Lakers stinks des mauvais choix en overtime. Ce qui est inquiétant, c'est que les Lakers perdent alors que Davis, James, Westbrook ont une belle ligne de stats. » Effectivement, c'est là où je disais que c'est peut-être la problématique. C'est là où je disais en fait que peut-être les problèmes structurels de cette équipe sont trop grands, trop importants pour qu'en fait, même dans le meilleur des situations, en fait, avec un Anthony Davis, un LeBron James et un Russell Westbrook qui soient bons, même dans de bons rôles avec des grosses lignes de stats et à leur meilleur niveau, eh bien ça ne suffise tout simplement pas parce que l'équipe collectivement ne suit pas. Et ça, c'est peut-être inquiétant pour ces Lakers. Si, avec une petite astérix néanmoins, je base cet a priori sur le match face aux Celtics. Encore une fois, les Celtics sont une énorme équipe, sont peut-être la meilleure équipe de la ligue à l'instant T. Donc,
si les Lakers réitèrent un très bon match d'Anthony Davis, de LeBron James, de Russell Westbrook, il y a moyen quand même que vis-à-vis de la moitié des équipes de la ligue, ça suffise. Peut-être pas largement, mais assez pour être tranquille. Et du coup, on peut quand même espérer peut-être un affleurement un peu meilleur de ces Lakers. Assez pour revenir par exemple à l'avantage du terrain. Là par contre je pense que par exemple ça c'est beaucoup plus difficile à envisager. Mais au moins revenir dans le play-in. Ça va être de toute façon l'objectif maintenant pour ces Lakers, je pense. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour ce soir, que ce soit le tour de l'organisation, de l'association, comme j'aime à l'appeler, mais aussi ce focus sur Lakers et Clippers. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous qui êtes présents, les habitués, ça fait vraiment super plaisir. Je suis très content. Et puis parce que voilà, c'est aussi avoir un retour un petit peu et faire ça ensemble, comme je le dis souvent. Mais avoir votre retour, vos avis, et pour moi, c'est déjà beaucoup plus simple, c'est encore plus intéressant. Ça permet d'élever aussi un petit peu le contenu de ce qu'on fait. Tout simplement parce qu'on a des avis des fois plus intéressants que les nôtres, plus au courant et à même. Malheureusement, je n'ai pas le temps de regarder autant de matchs que j'aimerais. Et donc du coup, c'est toujours bien d'avoir notre avis. Donc merci à vous tous.